La mort n'est pas une fin, par Agatha Christie. Partie 7 du livre audio. Chapitre 19. Deuxième mois de l'été, 15e jour. À présent que je t'ai exposé la situation, Renisambe, qu'as-tu à répondre ? Renisambe regarda tour à tour son père et Yamose, d'un air de doute. Son cerveau lui semblait engourdi, embrumé. « Je ne sais pas », lâcha-t-elle enfin d'une voix blanche. « En temps normal, » poursuivit Imhotep, « nous aurions eu tout le loisir d'en discuter. J'ai d'autres parents et alliés parmi lesquels nous aurions pu sélectionner un certain nombre de candidats pour ensuite procéder par élimination jusqu'à ce que notre choix se porte sur l'époux qui te convienne le mieux. Mais rien n'est plus sûr. La vie elle-même n'est plus sûre. » Sa voix s'était altérée. « Regardons les choses en face, Renisambe, » reprit-il. « La mort menace chacun de nous trois. Yamose, toi et moi. Sur lequel d'entre nous le mal va-t-il d'abord s'abattre ? Dans l'ignorance, il m'incombe de mettre rapidement de l'ordre dans mes affaires. Car qui peut dire à quel moment je risque de vous être enlevé ? S'il arrivait quelque chose à Yamose, tu aurais besoin, toi, ma fille unique, d'un époux à tes côtés pour partager l'héritage transmis et accomplir les devoirs de ma charge qui ne peuvent être accomplis par une femme. La tutelle et la curatelle des enfants de Sobek seront, suivant mes dispositions testamentaires, assurées par Ori au cas où Yamose viendrait à disparaître. Et il en irait de même des enfants de Yamose, puisque telle est sa volonté. N'est-ce pas, Yamose ? Yamose hocha la tête. Ori et moi avons toujours été très proches. Il fait pour moi partie de la famille. Je suis d'accord, s'agita Imhotep. Mais il n'en demeure pas moins qu'il n'en fait pas partie. Ce qui, en revanche, est le cas de Kameni, qui est, par voie de conséquence, et tout bien considéré, le meilleur époux auquel nous puissions dans l'immédiat songer pour Renisambe. Encore une fois, qu'en dis-tu, Renisambe ? Elle se sentait terriblement lasse. « Je ne sais pas, » répondit-elle à nouveau. « Il est beau garçon, tu ne trouves pas ? Et séduisant. »« Oui, bien sûr. »« Mais tu ne veux pas l'épouser, c'est ça ?» s'enquit Yamose avec indulgence. Renisambe lança à son frère un regard reconnaissant. Quelle ardeur à veiller à ce qu'on ne la bouscule pas, à ce qu'on ne lui force en aucun cas la main. « Je ne sais absolument pas ce que je veux et ce que je ne veux pas, » balbutia-t-elle. « C'est idiot, je sais bien, » s'empressa-t-elle d'ajouter, « mais aujourd'hui, je me sens stupide. Ça doit venir de la tension nerveuse dans laquelle nous vivons. » « Avec Kameni auprès de toi, tu te sentiras protégée, » insista Imhotep. « Tu n'as pas envisagé Ori comme époux possible pour Renisambe ?» demanda soudain Yamose à son père. « Ma foi, oui, pourquoi pas, ça reste une possibilité. » C'était encore un jeune homme quand sa femme est morte. Renisambe le connaît bien et l'aime beaucoup. Renisambe restait étrangère à ce qui se disait autour d'elle. C'était de son mariage que son père et son frère discutaient, et Yamose essayait de l'aider à faire son choix elle-même. Mais elle se sentait aussi inerte que la poupée de bois de Théti. Et puis, soudain, elle intervint, abrupte, et les interrompit sans même avoir écouté ce qu'il venait de dire. « J'épouserai Kameni, puisque vous estimez que c'est une bonne solution. » Imhotep poussa une exclamation satisfaite et sortit précipitamment sous le portique. Quant à Yamose, il s'approcha de sa sœur, et il lui posa la main sur l'épaule. « Ce mariage, tu le veux vraiment, Renisambe ? Tu crois que tu seras heureuse ? » ?»« Pourquoi ne serais-je pas heureuse ? Kameni est beau, il est gai, il est tendre. »« Oui, bien sûr. » Yamose ne semblait ni satisfait ni convaincu. « Mais c'est ton bonheur qui est en jeu, Renisambe. »
Ne laisse pas notre père t'amener à agir contre ton gré. Tu sais comment il est. » »« Oh, ça oui, quand il a une idée en tête, tout le monde doit s'incliner. » »« Pas forcément, » trancha Yamos d'un ton ferme. « Moi, je ne marche pas si tu n'en as pas envie. » »« Bah, Yamos, tu ne t'es jamais opposé à père. »« Eh bien, cette fois-ci, je vais le faire. Il ne peut pas m'obliger à être d'accord et je ne le serai pas. » Renisambe le regarda avec un respect nouveau. L'expression de Yamos, d'ordinaire si soumis, reflétait soudain une détermination sans faille. « C'est extrêmement généreux de ta part, Yamos, » fit-elle avec gratitude. « Mais je t'assure que je ne cède pas à la contrainte. La belle vie d'autrefois, la vie que j'étais si heureuse de retrouver en revenant ici, c'est maintenant du passé. Kameni et moi allons bâtir une vie nouvelle et la vivre comme il est bon que le frère et la sœur le fassent. » »« Si tu en es sûre. »« Oui, j'en suis sûre, » murmura Renisambe. Et avec un sourire plein d'affection pour le gentil Yamos, elle sortit à son tour sous le portique. De là, elle aperçut Kameni qui jouait avec Téti au bord du bassin. Elle s'approcha tout doucement d'eux, sur la pointe des pieds, et put ainsi les observer un long moment. Kameni, joyeux comme il était toujours, avait l'air de s'amuser autant que la fillette. Renisambe sentit son cœur se réchauffer. « Il sera un bon père pour Téti, » songea-t-elle. Puis Kameni tourna la tête, la vit et se dressa sur ses jambes en riant. « Nous avons fait de la poupée de Téti un prêtre du cas, » expliqua-t-il, « et il est en train d'accomplir les offrandes qui précèdent la cérémonie au tombeau. »« Il s'appelle Méripta, » renchérit Téti avec le plus grand sérieux. « Même qu'il a 2 enfants et un scribe comme Ori. » Kameni éclata de rire. « Téti est très intelligente, » dit-il à Renisambe, « et jolie comme un cœur, et solide comme tout. » Son regard avait quitté la fillette pour se fixer sur Renisambe, et, dans la caresse de ses yeux, elle lut clairement qu'il pensait aux enfants qu'elle lui donnerait un jour. Elle lui procura un frisson de plaisir, cette caresse, mais en même temps une sorte de petit pincement au cœur, comme un regret fugace. Ce qu'elle aurait aimé y lire, c'était l'unique reflet de sa propre image. Pourquoi ne voit-il pas seulement Renisambe ? S'interrogea-t-elle soudain. Puis le malaise s'estompa et elle lui sourit avec tendresse. « Mon père m'a parlé, » lui dit-elle. « Et tu lui as donné ton consentement ?» Elle hésita une seconde, puis elle confirma. « J'ai consenti. » Voilà, elle l'avait dit. Le sort en était jeté. C'était fait. Pourtant, elle aurait aimé se sentir moins lasse, moins anesthésiée. Renisambe. « Oui, Kameni. »« Veux-tu venir faire un tour en barque avec moi sur le fleuve ? C'est une chose que j'ai toujours eu envie de faire avec toi. » Bizarre qu'il ait dit ça. La première fois qu'elle l'avait aperçu, elle avait aussitôt pensé à une voile carrée, au fleuve et au visage rieur de Kay. Et maintenant, elle ne se souvenait plus du visage de Kay. Et, à sa place, sur l'arrière-fond de la voile et du fleuve, ce serait Kameni qui serait là et qui rirait. C'était ça, la mort. C'était ça, ce que la mort vous faisait. On dit « j'ai éprouvé ci » ou « j'ai éprouvé ça », mais ce ne sont là que des mots. On n'a, en fait, rien éprouvé du tout. Les morts sont bien morts. Et le souvenir, quelque chose qui n'existe pas. Oui, mais il y avait Téti. Il y avait la vie et le renouveau de la vie, comme il y a l'inondation qui, chaque année, balaye l'ancienne récolte et fertilise la terre pour de nouvelles moissons. Qu'avait dit Quête, déjà ? Dans une maison, les femmes doivent se serrer les coudes. Qu'était-elle, après tout, sinon une femme, dans une maison ? Qu'elle soit Renisambe ou une autre, quelle importance ? La voix de Kameni, pressante, un peu inquiète, la tira de sa rêverie.
Tu penses à quoi, Renisambe? Tu es si loin, parfois. Tu viens avec moi sur le fleuve? Oui, Kameni, je viens avec toi. Nous emmènerons Téti aussi. On se serait dit hors du temps, songeait Renisambe. La felouque, et la voile, et Kameni, et elle, et puis Téti. Comme s'il venait d'échapper à la mort et à la peur de la mort. C'était le commencement d'une vie nouvelle. Kameni lui parlait, et elle lui répondait, comme en état second. C'est mon destin, se disait-elle. Je ne peux y échapper. Puis, égarée, mais pourquoi parler de m'échapper? Vers où pourrais-je bien fuir à tire d'aile? Et de nouveau, l'image de la petite salle taillée dans le roc qui jouxtait la chambre des offrandes du tombeau s'imposa à son esprit, et elle s'y vit assise, un genou relevé entre ses bras croisés, le menton sur la main. Et elle songea. Mais j'y avais l'impression d'être extérieure à la vie, tandis que ça, ici, c'est la vie, et il n'y a plus maintenant d'échappatoire que la mort. Kameni amarra et elle mit pied à terre. Il prit Téti dans ses bras pour la sortir. L'enfant s'accrocha à lui, main autour de son cou, et, ce faisant, rompit le lien de l'amulette qu'il portait. Le bijou tomba aux pieds de Renisambe. Elle le ramassa. C'était une miniature de la déesse Ankh en or vert. Elle poussa un petit cri navré. « Oh, elle est tordue. Je suis désolée. Fais attention, ajouta-t-elle, comme Kameni saisissait l'amulette. Elle risque de se casser. » Mais la pliant encore davantage entre ses doigts vigoureux, il la brisa en deux. « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Prends-en la moitié, Renisambe, et moi, je garde l'autre. Ce sera un symbole pour nous deux. La preuve que nous sommes désormais les deux parties d'un tout. » Il la lui tendit, mais au moment précis où elle allait la saisir, un déclic se fit dans sa mémoire, et elle eut un haut-le-corps. « Qu'est-ce qui t'arrive, Renisambe ?»« Nofret. »« Quoi, Nofret ?»« L'amulette cassée qui était dans le coffret à bijoux de Nofret, » débita-t-elle d'un trait avec la conviction farouche de celle qui sait de toute certitude. « C'est toi qui la lui avais donnée, toi et Nofret. Je comprends tout maintenant. Je comprends pourquoi elle était si malheureuse. Et je sais qui a mis ce coffret dans ma chambre. Je sais tout. Ne me mens pas, Kameni. Je te dis que je sais. » Kameni ne protesta pas. Il avait soutenu son regard sans faiblir. Et quand il lui répondit, ce fut d'un ton grave et, cette fois, sans sourire. « Je n'ai pas l'intention de te mentir, Renisambe. » Il s'interrompit un instant et fronça le sourcil comme pour mieux rassembler ses idées. « En un sens, Renisambe, je suis soulagé que tu sois au courant, même si ça n'a pas été tout à fait ce que tu crois. Tu lui as donné la moitié d'une amulette, comme tu viens de m'en donner une à l'instant, comme preuve que nous étions les deux parties d'un tout. Ce sont tes propres mots. » Tu es très fâché, Renisambe, et j'en suis heureux parce que ça prouve au moins que tu m'aimes. Mais il faut pourtant que tu comprennes. Ce n'est pas moi qui avais donné l'amulette à Nofret, c'est elle qui l'avait fait. Il se tut un instant, puis « Peut-être ne me crois-tu pas, mais c'est pourtant la vérité. Je te jure que c'est la vérité. » Renisambe revit soudain le visage douloureux de Nofret. « Je ne dis pas que je ne te crois pas. Il est bien possible que ce soit la vérité. » Kameni continuait de défendre sa cause avec l'ardeur passionnée d'un enfant. « Essaie de comprendre, Renisambe. Nofret était très belle. J'ai été flatté, séduit. Qui ne l'aurait pas été? Mais je ne l'ai jamais vraiment aimée. » Renisambe éprouva un étrange élan de pitié. Non, Kameni n'avait pas été amoureux de Nofret. Mais Nofret avait aimé Kameni, l'avait passionnément,
désespérément aimée. C'était à cet endroit même de la rive qu'elle avait parlé à Nofrette ce matin-là, qu'elle lui avait offert son amitié, son affection. Elle ne se souvenait que trop bien du déferlement de rancœur et de hargne qu'avait provoqué sa démarche. Tout devenait clair à présent. Pauvre Nofrette. Concubine d'un individu tatillon et vieillissant, alors qu'elle se consumait d'amour pour un garçon beau, insouciant et gai, mais qui ne s'intéressait pas à elle, ou si peu. Kameni, cependant, poursuivait avec fougue. « Tu ne t'es donc pas rendu compte que, dès que je suis arrivé ici et que je t'ai vu, je suis tombé amoureux de toi, et qu'à partir de ce moment-là, je n'ai plus pensé qu'à toi. Nofrette a tout de suite compris la situation, elle. » Oui, se dit Renisambe. Nofrette l'avait comprise, la situation. Nofrette s'était aussitôt mise à la haïr, et elle ne pouvait décemment lui en vouloir. Cette lettre à ton père, je ne voulais pas l'écrire. Je ne voulais plus être mêlée aux manigances de Nofrette. Mais j'étais dans une situation difficile. Essaye au moins de te rendre compte à quel point elle était difficile. Bien sûr que je me rends compte. Bien sûr, fit Renisambe, un peu agacée. Tout ça n'a pas grande importance. C'est Nofrette qui m'importe. Elle était malheureuse. Et c'est maintenant seulement que je mesure à quel point elle t'aimait. Eh bien moi, je ne l'aimais pas, s'emporta Kameni. Tu es méchant, reprocha Renisambe. Non, je suis un homme, c'est tout. Si une femme éprouve le besoin de souffrir à cause de moi, ça m'exaspère, et voilà tout. Ce n'était pas Nofrette que je voulais. Je te voulais, toi. Tu ne peux quand même pas me reprocher ça. Elle ne put s'empêcher de sourire. Ne laisse pas Nofrette, qui est morte, se mettre entre nous, qui sommes vivants. Je t'aime, Renisambe, et tu m'aimes, et c'est tout ce qui compte. Oui, se disait Renisambe, c'est tout ce qui compte. Elle regardait Kameni, plantée là devant elle, la tête un peu penchée de côté, une note suppliante se mêlant à l'expression de sûreté de soi qu'affichait en permanence son visage rieur. On aurait dit un gosse. Il a raison, s'avoua-t-elle. Nofrette est morte, et nous sommes vivants. Je comprends à présent pourquoi elle me haïssait tant. Et je suis triste qu'elle en ait souffert. Mais ce n'était pas ma faute. Et ce n'est pas non plus celle de Kameni, si c'est moi qui l'aime et pas elle. Ce sont des choses qui arrivent, et personne n'y peut rien. Téti, qui était restée jouer au bord de l'eau, les rejoignit et vint tirer sa mère par la main. « On rentre maintenant ? On rentre à la maison, dit maman. » Renisambe respira profondément. « Oui, dit-elle, on rentre à la maison. » Et ils se mirent en route, Téti courant quelques pas en avant. Kameni poussa un soupir de satisfaction. « Tu es aussi généreuse que jolie, Renisambe. Tout est toujours comme avant entre nous. »« Oui, Kameni, tout est comme avant. » Il baissa un peu la voix pour ajouter « Là-bas, sur le fleuve, tout à l'heure, j'ai été si heureux. Tu l'as été aussi, Renisambe. »« Oui, je l'ai été aussi. » Tu avais l'air heureuse. Mais on aurait dit que tes pensées vagabondaient très loin. À partir de maintenant, c'est à moi que je veux que tu penses. Je t'assure que je pensais à toi. Il lui prit la main et elle ne la lui retira pas. Il se mit à chanter à mi-voix. Ma sœur irradie de beauté comme un bouquet de perséas. Il sentit alors la main de Renisambe frémir dans la sienne, entendit son souffle s'accélérer un peu et connut enfin la satisfaction. Renisambe avait fait demander à Énette de la rejoindre dans sa chambre. Énette, qui s'était précipitée, s'arrêta net en voyant Renisambe debout devant le coffret à bijoux, l'amulette brisée à la main, la mine sévère et l'air furibond. « C'est toi qui avais apporté ce coffret ici, ne dis pas le contraire. Tu voulais que je trouve cette amulette. Tu voulais qu'un jour tu découvres qui avait l'autre moitié ?» ricana méchamment Énette. « Eh bien, tu es fixé à ce que je vois. Il faut toujours mieux savoir, pas vrai ? Ce que tu voulais, c'est que cette découverte me fasse du mal.
s'emporta Renisambe, blême de colère. Parce que tu aimes ça, faire mal, n'est-ce pas, Énette? Tu ne dis jamais rien de but en blanc. Tu attends. Tu guettes le moment propice. Tu nous détestes tous, hein? Tu nous as toujours détestés. Tu dis de ces choses, Renisambe? Je parie que tu n'en penses pas le premier mot. Plus de ton géniard, désormais. Ce qui transparaissait dans la voix d'Énette, c'était une sorte de triomphalisme sournois. Tu voulais créer des problèmes entre Kameni et moi. Eh bien, des problèmes, il n'y en a pas. Comme tu as la gentillesse naturelle et le pardon facile, Renisambe. Ce n'est pas pour dire, mais tu es très différente de Nofrette. Évitons de parler de Nofrette. Oui, ça vaut sans doute mieux. Kameni est aussi vénard que beau garçon, non? Je veux dire que c'est heureux pour lui que Nofrette soit morte quand elle l'a fait. Elle aurait pu lui causer des ennuis, à n'en plus finir. Auprès de ton père. C'est qu'elle n'aurait pas aimé ça. Voir Kameni t'épouser. Non, elle n'aurait pas aimé ça du tout. En fait, je suis persuadée qu'elle aurait trouvé un moyen d'empêcher que ça se fasse. Je t'en fiche même mon billet. Oui. Renisambe la toisa avec dégoût. Tu as toujours craché le venin, Énette. Piqué comme le scorpion. Mais, navré pour toi, tu n'arriveras pas à me rendre malheureuse. Eh bien, mais si ça n'est pas merveilleux, ça, faut-il donc que tu sois amoureuse? C'est vrai qu'il a des avantages, Kameni, et qu'il s'y entend à pousser la chansonnette. Il ne tombera jamais sur un bec, ne t'en fais pas. Moi, je l'admire, je te jure, et toujours l'air si franc, si direct. Qu'est-ce que tu essaies d'insinuer, Énette? Tout bonnement que j'admire Kameni, et que je mettrai ma main au feu qu'il est franc et direct, que ce n'est pas de la poudre aux yeux, que toute cette histoire est à faire pâlir celle des conteurs de bazar, le jeune scribe sans fortune qui épouse la fille de son maître, qui partage l'héritage, et ils furent heureux et eurent beaucoup d'enfants. C'est incroyable ce que la chance peut invariablement poursuivre les jolis garçons. J'ai raison, constata Renisambe. Tu nous hais. Allons, Renisambe, comment peux-tu dire une chose pareille, quand tu sais que je me suis tuée à la tâche pour vous depuis la mort de ta pauvre mère? Énette semblait avoir définitivement rengainé son ton plaintif habituel pour laisser la place à une jubilation mauvaise. Renisambe regarda à nouveau le coffret, et une autre évidence lui sauta soudain aux yeux. « C'est toi qui as mis le collier de perles aux têtes de lion dans ce coffret? Ne nie pas, Énette. J'en suis sûre et certaine. » L'expression triomphante d'Énette s'effaça pour céder la place à la peur. « Je n'ai pas pu m'en empêcher, Renisambe. J'étais tellement terrorisée. » « Comment ça, terrorisée ?» Énette avança d'un pas et murmura dans un souffle. « C'est elle qui me l'avait donné. Nofrette, je veux dire. Oh, quelque temps avant sa mort. Elle m'avait fait 1 ou 2 petits cadeaux. Nofrette était généreuse, tu sais. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Elle l'a toujours été. Je crois volontiers qu'elle te payait grassement. Tu aurais pu dire ça avec plus d'élégance, Renisambe. Mais je tiens à mettre les choses bien au point. Elle m'avait donc donné ces 3 rangs de perles ornées de têtes de lion, ainsi qu'une améthyste montée en broche, plus 2 ou 3 babioles. Et puis, quand ce petit berger est venu raconter qu'il avait vu une femme avec ce collier autour du cou, c'est bien simple, j'ai été épouvantée. J'ai cru qu'on allait penser que c'était moi qui avais empoisonné le vin de Yamoz. Alors, j'ai été mettre le collier dans le coffret. C'est la vérité, Énette? Es-tu capable de dire jamais la vérité? Je te jure que c'est la vérité, Renisambe. J'étais tellement épouvantée. Renisambe l'observa attentivement. Mais tu trembles, Énette. On dirait que tu as peur, là, maintenant. Oui, j'ai peur. Et j'ai des raisons d'avoir peur. Pourquoi? Dis-le-moi. Énette humecta ses minces lèvres.
Elle jetait des coups d'œil furtifs de tous côtés, comme un animal traqué. « Allons, parle !» insista Renissambe. Énette secoua la tête. « Il n'y a rien à raconter », finit-elle par lâcher d'une voix mal assurée. « Tu en sais trop, Énette. Tu en as toujours trop su. Il fut un temps où tu aimais ça, mais tu te rends compte que c'est devenu dangereux. C'est bien ça, non ?» Énette secoua de nouveau la tête, puis, avec un petit rire méchant. « Patience, Renissambe. Un jour, c'est moi qui tiendrai le fouet dans cette maison, et qui le ferai claquer. Patience, tu verras. » Renissambe se rebiffa. « Moi, tu ne m'atteindras jamais, Énette. Ma mère ne te laissera jamais me faire du mal. » L'expression d'Énette changea, ses yeux jetèrent des étincelles. « Ta mère, je la haïssais. Je l'ai toujours haïe. Et toi, tu as son regard, et sa voix, et sa beauté, et son arrogance. Et toi aussi, je te hais, Renissambe. » Renissambe éclata de rire. « Je t'ai eu, Énette. Je savais bien que tu finirais par le dire. » Chapitre 20, 2e mois de l'été, 15e jour. La vieille Esa claudiquait dans sa chambre. Elle était éreintée et se sentait le cerveau brumeux. « Rançon de l'âge », se disait-elle. L'infinie lassitude du corps lui était depuis longtemps familière, mais elle n'avait encore jamais connu celle de l'esprit. Or, force lui était bien maintenant d'admettre que garder le cerveau éveillé représentait une tâche harassante. Si elle savait maintenant, comme elle en était intimement persuadée, d'où venait le danger, cette certitude ne l'autorisait cependant pas à la relaxation mentale. Au contraire, puisqu'elle avait sciemment attiré l'attention sur elle, il lui fallait plus que jamais se montrer sur ses gardes. Des preuves. Il lui fallait obtenir des preuves. Mais comment ? C'était là, elle s'en rendait bien compte, que son âge jouait contre elle. Elle se sentait trop lasse pour jouer les stratèges, pour élaborer un plan de campagne. Elle se savait tout au plus capable de s'organiser en camp retranché, de rester sur le qui-vive et de veiller au grain. Car le meurtrier, elle ne se berçait d'aucune illusion à ce sujet, s'apprêtait à tuer de nouveau. Quoi qu'il en soit, elle n'avait aucune intention d'être sa prochaine victime. Le poison, elle en était sûre et certaine, serait l'arme du crime. Les voies de fait n'étaient pas concevables, puisqu'elle n'était jamais seule. Que ses servantes ne la quittaient jamais. Non, ce serait le poison. Et ça, elle pouvait y parer. Il suffisait que Renissambe lui prépare ses repas et les lui apporte. Elle avait fait installer dans sa chambre une selle pour la jarre de vin qu'elle avait fait goûter 24 heures plus tôt par un esclave pour avoir le temps de constater qu'il n'avait aucun effet nocif. Elle faisait partager à Renissambe nourriture et boisson, bien qu'elle ne craigne pas pour la vie de Renissambe. Enfin, pas encore. Il n'était d'ailleurs pas exclu que la vie de Renissambe ne soit jamais en danger. Mais de cela, comment être sûre ? La plupart du temps, elle restait immobile à se triturer les méninges pour tenter d'imaginer un moyen de prouver la vérité ou à regarder sa petite esclave amidonner et plisser ses robes de lin ou renfiler ses colliers et ses bracelets. Mais ce soir, elle ne tenait plus debout. À la demande d'Imhotep, elle était allée discuter avec lui du mariage de Renissambe avant qu'il ne fasse part de ses conclusions à sa fille. Ratatiné, rongé par le chagrin, Imhotep n'était plus que l'ombre de lui-même. Ses airs pontifiants et sa belle assurance appartenaient désormais au passé. Il se remettait maintenant à l'autorité et à la détermination inébranlable de sa mère. Quant à Esa, elle avait eu peur.
terriblement peur de dire ce qu'il ne fallait pas. La vie ou la mort pouvait dépendre d'un mot utilisé mal à propos. Oui, avait-elle fini par dire. L'idée de mariage était judicieuse. On avait d'autres chats à fouetter que d'aller chercher au loin l'époux idéal parmi l'élite du clan familial. Après tout, c'était la ligne féminine qui importait. Son mari ne serait somme toute que l'administrateur de l'héritage qui reviendrait à Renisambe et aux enfants de Renisambe. On avait donc mis en parallèle Ori, homme intègre, ami fidèle et de longue date, fils d'un petit propriétaire dont les terres jouxtaient le domaine, et le jeune Kameni, qui se prévalait d'un lointain cousinage. Esa avait soigneusement pesé le pour et le contre avant de se prononcer. Un mot malencontreux, un seul, pouvait entraîner un désastre. Elle avait répondu en utilisant toute la force de persuasion que lui conférait son personnage. Kameni, avait-elle décrété, était incontestablement l'époux qu'il fallait à Renisambe. La cérémonie et les inévitables festivités annexes, réduites au strict minimum, eut égard raison au deuil récent, pourraient se dérouler d'ici à 8 jours. Si Renisambe était consentante, bien entendu. Kameni était joli garçon. Tout donnait donc à penser qu'ils feraient ensemble de beaux enfants. Qui plus est, ils étaient amoureux l'un de l'autre. Au bout du compte, les dés étaient jetés, se dit Esa. La suite ne dépendait plus d'elle. Elle avait fait ce qu'elle estimait opportun. Si c'était hasardeux, Esa aimait risquer gros au jeu, semblable en cela à Hippie d'ailleurs. La vie, ça ne consistait pas à jouer les poules mouillées. Il fallait parfois s'exposer pour remporter la partie. Elle avait méticuleusement examiné chaque objet après avoir regagné sa chambre. La jarre de vin en particulier. Elle était bien telle qu'elle l'avait laissée, bouchée et scellée. Elle ne manquait jamais d'y apposer son seau personnel chaque fois qu'elle s'absentait, seau qu'elle gardait bien à l'abri, pendu à une cordelette autour de son cou. Oh non, pas question de courir des risques stupides. Esa eut un petit rire satisfait. Pas facile à tuer, une vieillarde. Les vieux, ça connaît trop bien la valeur de la vie. Et puis, ça connaît aussi presque tous les trucs. Demain. Elle appela sa petite servante. « Où est Ori ? Tu en as une idée ?» La gamine répondit qu'elle croyait que Ori était au tombeau, dans la petite salle où on le trouvait toujours. Esa hocha la tête avec satisfaction. « Monte le voir. Dis-lui que demain, quand Imhotep et Yamose seront au champ, où ils auront emmené Kameni pour faire les comptes de la récolte, et que Ket sera au bord du bassin avec les enfants, il faut qu'ils viennent me voir ici. Tu as bien compris. Répète. » La gamine s'exécuta et Esa lui dit de filer. Non, son plan n'était pas mal combiné du tout. Son entretien avec Ori serait confidentiel car elle expédierait Ennet effectuer une corvée quelconque du côté des ateliers de tissage. Elle préviendrait Ori de ce qui allait se passer et il pourrait en discuter tout à loisir. Quand la petite Moricaude revint avec le message d'Ori confirmant qu'il viendrait comme convenu, elle poussa un soupir de soulagement. Ses problèmes enfin réglés, elle sentit la fatigue s'emparer soudain de tout son être. Elle ordonna à sa petite esclave d'apporter le pot d'onguent parfumé et de l'amasser. Le mouvement des mains de la fillette la berça, l'onguent soulagea ses articulations douloureuses. Elle s'étendit finalement de tout son long, posa la nuque sur le chevet de bois et s'endormit, toute crainte momentanément dissipée. Quand elle se réveilla, beaucoup plus tard, elle éprouva une étrange sensation de froid. Ses pieds et ses mains étaient engourdis, insensibles. C'était comme si une crampe lui paralysait tout le corps. Elle la sentait lui embrumer le cerveau
éteindre en elle toute velléité de réagir, ralentir les battements de son cœur. Elle se dit « Ça, c'est la mort. » Une mort étrange, une mort qui débarquait sans tambour ni trompette, sans que rien ne soit venu l'annoncer. Ce devait être ainsi, estima-t-elle, que meurent les vieillards. Et puis, brusquement, une absolue certitude s'imposa à elle. Ce n'était pas une mort naturelle. C'était l'assassin qui était sorti de l'ombre. Le poison. Mais comment ? Quand ? Tout ce qu'elle avait mangé, tout ce qu'elle avait bu, avait été goûté, testé. Rien n'avait été laissé au hasard. Alors, comment ? Quand ? Avec les dernières lueurs de lucidité qui lui restaient, Esa se mit à chercher la clé du mystère. Il fallait qu'elle sache. Il le fallait avant de mourir. Elle mesura l'engourdissement qui lui ralentissait encore le cœur, le froid glacial, le mal qu'elle éprouvait à extraire ne fût-ce qu'un souffle de sa poitrine. Comment l'assassin avait-il bien pu réussir son coup ? Et soudain, éclair surgit du passé, un souvenir l'aida à comprendre. La peau tondue d'un agneau, une motte de graisse odorante, une expérience de son père, destinée à montrer comment certains poisons pouvaient être absorbés par la peau. Du suin, des onguents à base de suin. C'était comme cela que l'assassin était parvenu à l'atteindre. Par son pot d'onguents parfumé, indispensable à toute égyptienne. C'était dans l'onguent que se trouvait le poison. Et demain, Ori, il ne saurait pas, elle ne pourrait pas lui dire, il était trop tard. Le lendemain matin, une petite esclave épouvantée se mit à courir dans toute la maison en hurlant que sa maîtresse était morte dans son sommeil. Imhotep contemplait le corps d'Esa étendu sur sa couche. Son visage reflétait la tristesse, mais on n'y lisait pas l'ombre d'un soupçon. Sa mère, conclut-il, était morte de vieillesse, ce qui était, après tout, bien naturel. Elle était âgée, ajouta-t-il. Oui, très âgée. Le temps était à coup sûr venu pour elle de rejoindre Osiris, et le poids de tous nos soucis et de tous nos chagrins n'a pu que hâter sa fin. Mais il ne semble pas qu'elle ait souffert. Louons Ré, qui, dans sa miséricorde, a permis que cette mort-ci n'ait été l'œuvre ni d'un humain ni d'un esprit malfaisant. Aucune trace de violence ici. Voyez comme elle a l'air paisible. Renisambe se mit à pleurer et Yamose la réconforta. Ennet arriva, tout soupir et reniflement, clamant que personne ne savait à quel point la mort d'Esa était une perte irréparable, ni combien elle, Ennet, lui avait toujours été dévouée. Kameni rengaina ses chansons et prit une mine de circonstance. Ori vint se tenir au pied de la morte. C'était l'heure qu'elle lui avait fixée pour leur rendez-vous. Il se demandait ce qu'elle comptait lui dire au juste. Car il ne faisait pas de doute qu'elle avait eu quelque chose de bien précis à lui confier. Maintenant, il ne le saurait jamais. Mais il songea que, peut-être, il parviendrait à le deviner. Chapitre 21, 2e mois de l'été, 16e jour. Ori, tu crois qu'elle a été assassinée ? Oui, je le crois, Renisambe. Mais comment ? Je ne sais pas. Elle était tellement prudente. Au chagrin de la jeune femme s'ajoutait la perplexité. Elle était sans cesse sur le qui-vive. Elle prenait toutes les précautions imaginables. Tout ce qu'elle mangeait ou buvait était préalablement goûté. Je sais, Renisambe. Il n'empêche que je suis persuadée qu'elle a été tuée. Et dire que, de nous tous, c'était la plus avisée, la plus futée.
Elle était sûre et certaine que rien ne pouvait lui arriver. Ori, il y a forcément de la magie là-dessous. De la magie noire. Un mauvais sort jeté par un esprit malin. Tu crois ça parce que c'est ce qu'il y a de plus facile à croire. Les gens en font tous autant, mais pas Esa. Elle n'aurait pas gobé ça. Si elle était consciente, et si elle n'était pas morte dans son sommeil, elle a compris que c'était là l'œuvre d'un être vivant. Elle savait duquel il s'agissait ? Oui, elle avait trop ostensiblement étalé ses soupçons. Elle était devenue dangereuse pour l'assassin. Et le fait qu'elle soit morte prouve qu'elle ne s'était pas trompée. Et elle t'avait dit qui c'était ? Non, elle ne l'a pas fait. Elle n'a jamais cité de nom. Néanmoins, ses soupçons et les miens, j'en suis convaincue, se portaient sur la même personne. Alors, tu dois me le dire, Ori, pour que je puisse me tenir sur mes gardes. Non, Renisambe, ta sécurité m'importe trop pour que je fasse une chose pareille. Je suis en sécurité ? Le visage d'Ori s'assombrit. Non, Renisambe, tu n'es pas en sécurité. Personne n'est en sécurité. Mais tu l'es cependant bien davantage que si tu connaissais la vérité. Car tu représenterais alors pour l'assassin un danger tel qu'il lui faudrait immédiatement te supprimer à tout prix. Mais qu'en est-il de toi, Ori ? Tu sais, toi ? Je crois savoir, corrigea-t-il. Mais je n'en ai rien dit, rien montré. Esa n'a pas été raisonnable. Elle a parlé. Elle a montré vers qui se portaient ses soupçons. Elle n'aurait pas dû faire ça. Je le lui ai d'ailleurs bien reproché ensuite. Mais toi, Ori, s'il devait arriver quelque chose, elle s'interrompit, consciente de ce que les yeux d'Ori lisaient au plus profond d'elle-même. Ses yeux ardents et graves, auxquels rien ne pouvait échapper des secrets de son esprit et de son cœur. Il lui prit les mains entre les siennes et les serra tendrement. « Ne crains rien pour moi, petite Renisambe, tout ira bien. » Oui, songea-t-elle, s'il le disait, tout irait bien. C'était étrange, ce soudain sentiment de plénitude, de paix, de bonheur sans nuages. C'était aussi merveilleux, aussi éloigné de tout que paraissait l'horizon quand on le contemplait depuis l'entrée du tombeau. Immensité sans fin où le monde des humains, ses récriminations, ses interdits, ne pouvaient vous atteindre. Brusquement, la voix presque rauque, elle s'entendit annoncer. « Je vais épouser Kameni. » Ori lui lâcha les mains, sans hâte et d'un geste parfaitement naturel. « Je sais, Renisambe. » « Mon père, tout le monde, ils pensent tous que c'est la meilleure solution. » « Je sais. » Et il s'éloigna. Les murs de la cour parurent alors se rapprocher, et le brouhaha des voix montant de la maison et des silos à grains s'intensifier, se faire plus criard. Renisambe n'avait plus qu'une idée en tête. Ori s'en va. Elle l'appela timidement. Ori, où vas-tu ? Rejoindre Yamos dans les champs. Il y a beaucoup de travail à abattre et beaucoup à noter sur les registres. La moisson tire à sa fin. Et Kameni ? Kameni nous accompagne. Mais j'ai peur ici, s'écria Renisambe. Oui, même en plein jour avec tous les domestiques alentour, et Ray qui navigue dans les cieux, j'ai peur. Il revint aussitôt sur ses pas. N'aie pas peur, Renisambe. Je te jure que tu n'as pas à avoir peur. Pas aujourd'hui. Mais demain. À chaque jour suffit sa peine. Et je te jure que tu n'es pas en danger aujourd'hui. Elle le regarda, sourcils froncés. Mais nous sommes bel et bien en danger. Yamos, père et moi. Et tu veux simplement dire que ce n'est pas moi qui suis menacée la première.
c'est ça ? Essaie de ne pas penser à tout ça, Renisambe. Je fais tout ce que je peux, même s'il t'arrive de t'imaginer que je ne fais rien. Je vois. Elle le regarda, pensive. Oui, je vois. Ce sera d'abord Yamos. L'assassin a déjà 2 fois essayé le poison sur lui et ça n'a pas marché. Il va y avoir la 3e tentative. C'est pour ça que tu ne le quittes plus jamais d'une semelle, pour le protéger. Après ça, ce sera le tour de père, et puis le mien. Mais qui peut bien haïr notre famille à ce point ? Chut, tu ferais beaucoup mieux de ne pas parler de tout ça. Fais-moi confiance, Renisambe. Essaie de chasser la peur de ton esprit. Renisambe redressa la tête. J'ai confiance en toi, Ori, lui répondit-elle bien en face. Tu ne me laisseras pas mourir. J'adore la vie et je refuse l'idée de la quitter. Tu ne la quitteras pas, Renisambe. Toi non plus, Ori. Moi non plus. Ils se sourirent et Ori s'en fut retrouver Yamos. Assise sur ses talons, Renisambe regardait Kate. Sa belle-sœur apprenait à ses enfants à modeler des figurines dans de la glaise qu'elle humectait avec l'eau du bassin. Malaxant, pétrissant, esquissant des formes, s'aidant de la voix et du geste, elle faisait s'activer les 2 petits garçons, très absorbés par leurs tâches. Hormis la tendresse maternelle, son visage ingrat était aussi inexpressif qu'à l'ordinaire. L'atmosphère de mort violente et de terreur de tous les instants dans laquelle il vivait n'altérait en rien la placidité de Kate. Ori avait beau lui avoir recommandé de penser à autre chose, Renisambe, avec la meilleure volonté du monde, n'arrivait pas à cesser de somnubiler sur le sujet. Si Ori savait qui était l'assassin, si Esa l'avait su, il n'y avait aucune raison pour qu'elle ne le sache pas elle aussi. Continuer à l'ignorer était sans doute plus prudent, mais aucun être humain ne pouvait se satisfaire d'une telle situation. Elle voulait savoir. Et ça ne devait pas être très difficile, même pas difficile du tout. Son père, ça allait de soi, ne pouvait pas avoir envie de tuer ses propres enfants. Ce qui laissait, oui. Est-ce que ça laissait, en tout et pour tout, 2 personnes, Kate et Eneth, des femmes, toutes les 2, et qui n'avaient sûrement aucune raison de tuer. Pourtant, Eneth les détestait tous. Oui, aucun doute là-dessus. Eneth les détestait. Elle avait avoué détester Renisambe. Alors, pourquoi n'aurait-elle pas tout autant détesté les autres ? Renisambe essaya de se projeter dans les méandres tortueux et noirs de l'âme d'Eneth. Tout ce temps passé à vivre ici, à s'échiner, à protester sans trêve ni repos de son dévouement tout en mentant, en espionnant, en ne pouvant goûter de temps à autre que la joie mauvaise d'avoir réussi à semer la zizanie. Oui, mais avoir débarqué ici en parente pauvre, dans les bagages d'une grande dame, belle et adulée, avoir côtoyé son opulence, avoir été témoin de son existence d'épouse comblée, de mère féconde à la tête d'une progéniture aimante et resplendissante de santé. Qu'était-elle en regard de sa cousine ? Une femme laide, mal aimée, mal mariée, répudiée et dont l'unique enfant était mort en bas âge. Oui, ça pouvait bien être de là qu'était venu tout le mal. Comme la blessure d'un coup d'épieu que Renisambe un jour avait vue. La plaie avait rapidement cicatrisé en surface, mais au plus profond, l'infection avait longtemps couvé avant de se propager, et le bras avait enflé, était devenu dur au toucher. Il avait fallu que le médecin vienne et que, tout en récitant les incantations appropriées, il plonge un petit couteau dans les chairs tuméfiées. Ça avait été comme la rupture brutale d'une digue, un flot de matière putride
nauséabonde, en avait jailli à gros bouillon. Oui, elle devait ressembler à cette blessure, l'âme d'Énette. Chagrin et humiliation trop hâtivement étouffés, chaudron de sorcière dont le couvercle laissait sourdre l'infect bouillonnement de venin et de haine. Mais est-ce qu'Énette haïssait également Imhotep ? Sûrement pas. Cela faisait des années qu'elle le flattait, qu'elle le cajolait, qu'elle se prosternait à ses pieds. Elle avait su faire naître en lui un sentiment de confiance aveugle. Une telle dévotion ne pouvait quand même pas être feinte. Et si elle le vénérait, si elle était prête à se damner pour lui, pouvait-elle lui infliger sciemment ce cortège de chagrin et de deuil ? Ah, mais à supposer qu'elle le haïsse lui aussi, qu'elle le haïsse depuis toujours, ne l'aurait-elle pas abreuvé de propos flagorneurs dans le seul but de faire ressortir ses insuffisances ? À supposer que ce soit Imhotep qu'elle haïsse le plus. Quelle plus grande volupté, en ce cas, pour un esprit possédé par le mal, que de lui infliger la torture de voir mourir ses enfants un par un. « Qu'est-ce qu'il t'arrive, Renisambe ?» Kate la regardait d'un œil rond. « Tu en fais une tête ?» Renisambe sursauta. « Je crois que j'ai envie de vomir, » avoua-t-elle. Et, en un sens, c'était vrai. Les images qu'elle venait d'évoquer lui donnaient la nausée. Kate prit sa déclaration pour argent comptant. « Tu as dû manger trop de dattes vertes. Ou peut-être que le poisson avait tourné. »« Non, non, ce n'est rien de ce que j'ai pu manger. C'est l'horreur dans laquelle nous vivons. »« Ah, ça !» Le ton de Kate était tellement indifférent que Renisambe en fut stupéfaite. « Mais enfin, Kate, tu n'as pas peur ?»« Non, je n'ai pas l'impression. » fit Kate en réfléchissant honnêtement à la question. « Non, s'il arrive quelque chose à Imhotep, les enfants passeront sous la tutelle d'Ori. Et Ori est honnête. Il saurait sauvegarder leur héritage. » « Mais Yamos fera ça très bien. Et Yamos va mourir, lui aussi. »« Tu dis ça avec un calme. Ça ne te fait rien du tout ? Ça ne te ferait rien du tout de voir mourir mon père ou Yamos ?» Kate réfléchit 2 secondes. Puis elle haussa les épaules. « Entre femmes, on peut tout se dire. Imhotep, je l'ai toujours trouvé injuste et tyrannique. Il a été ignoble de se laisser persuader de déshériter les enfants de sa chair et de son sang au profit de sa concubine. Je n'ai jamais pu souffrir Imhotep. Quant à Yamos, c'est une nullité. Sa Tipi l'a toujours menée par le bout du nez. Ces derniers temps, depuis qu'elle est morte, il a pris de l'autorité. Il distribue des ordres. Lui, il ferait toujours passer l'intérêt de ses enfants avant celui des miens. Ce n'est que trop naturel. Donc, s'il doit mourir, il vaut probablement beaucoup mieux pour mes enfants que ça se fasse. Voilà comment je vois les choses. Ori n'a pas d'enfant, lui, et puis c'est quelqu'un de bien. Ce qui s'est passé ces derniers temps a été bien éprouvant, mais toute réflexion faite, j'ai l'impression très nette que c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Comment peux-tu dire ça aussi calmement, Kate, aussi froidement, alors que ton mari, que tu aimais, est mort le premier ? Une expression indéfinissable passa sur le visage de Kate, et le regard qu'elle posa sur Renisambe n'était pas dépourvu d'ironie. « Il t'arrive parfois de ressembler à Téti, Renisambe, je te jure, une vraie gamine. »« Tu ne pleures même pas, Sobek, » murmura lentement Renisambe. « Non, j'ai remarqué ça. Écoute, Renisambe, j'ai observé les usages. J'ai fait ce qu'on est tenu de faire.
Je sais comment est censée se comporter une femme veuve depuis peu. Oui, le moins qu'on puisse dire, c'est que tu n'en as pas rajouté. Alors, ça veut dire que tu n'aimais pas Sobek? Kate haussa les épaules. J'aurais dû. Kate, c'était ton mari, il t'a donné des enfants. Kate regarda ces deux garçons toujours affairés avec la terre glaise, puis Hank qui se roulait dans l'herbe en chantonnant et en agitant ses petites jambes en l'air. Son visage s'adoucit. Oui, il m'a donné mes enfants. De ça, je lui suis reconnaissante. Mais lui, c'était quoi, après tout? Un vantard plutôt beau gosse? Un type qui passait son temps à courir la gueuse? Ça lui aurait fait mal d'installer décemment une maîtresse à la maison, une brave fille qui aurait pu nous donner un coup de main. Non, il fallait qu'il aille dans les bouges, qu'il dilapide des mille et des cents à boire et à s'offrir des danseuses. Encore heureux qu'Imhotep ait été regardant sur l'argent de poche et que Hori ait refait les comptes plutôt 2 fois qu'une quand ton frère venait de conclure un marché. Quel amour ou quel respect peut-on avoir pour ce genre d'individu? Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est, les hommes? On ne peut pas s'en passer pour faire des enfants, un point c'est tout. Parce que la force de l'espèce, ce sont les femmes. C'est nous, Renisambe, qui passons le flambeau, qui transmettons l'héritage. Quant aux hommes, qu'ils engendrent et meurent jeunes. Les intonations de mépris avaient haussé la voix de Kate vers des tonalités que seul un instrument de musique était censé atteindre. Son gros visage ingrat était transfiguré. Renisambe n'en croyait ni ses yeux, ni ses oreilles. Kate est une force de la nature, se dit-elle. Elle est stupide, c'est vrai, mais d'une stupidité béate, comme il y a des imbéciles heureux. Les hommes, elle les méprise, elle les hait. J'aurais dû y penser plus tôt. Une fois déjà, il m'est arrivé de la voir dans ce genre d'état, avec cette lueur menaçante, inquiétante dans le regard. Oui, elle est forte, forte comme un bœuf. Sans même en être tout à fait consciente, elle s'était mise à suivre des yeux les mains de Kate. Elle pétrissait la glaise, la malaxait, puissante, musclée, et tandis qu'elle aplatissait une boule, Renisambe songea aux mains qui avaient enfoncé la tête d'Hippie dans le bassin et lui avaient longtemps, inexorablement, maintenu le visage sous l'eau. Oui, les mains de Kate avaient très bien pu faire ça. La petite Hank, qui, en roulant, était passée sur une épine, poussa soudain un cri de douleur. Kate se précipita. Elle la prit dans ses bras et la berça sur son sein en roucoulant, le visage plein d'amour et de tendresse. Alertée par les cris, Eneth fit irruption sous le portique. « Quelque chose ne va pas ?» La petite a poussé un tel cri, j'ai cru que... Elle s'interrompit, déçue. Sa mine sournoise, avide, illuminée d'une joie mauvaise à l'idée qu'il avait pu se passer un drame, s'allongea. Le regard de Renisambe passa d'une femme à l'autre. La haine sur un visage, l'amour sur l'autre. Des deux. Duquel fallait-il craindre le pire? Yamoz, méfie-toi. Méfie-toi de Kate. De Kate? Répéta Yamoz, visiblement interloqué. Ma pauvre Renisambe. Je te préviens, elle est dangereuse. Kate la Placide? Notre Kate? Ça a toujours été une créature douce, soumise, pas maligne pour dessous, mais... Renisambe l'interrompit. Elle n'est ni douce ni soumise. Elle me fait peur. Yamoz. Je veux que tu te tiennes sur tes gardes. Sur mes gardes vis-à-vis de Kate? Fit-il, toujours incrédule.
Je la vois mal semant la mort à tout va. Elle n'en a pas assez dans le crâne pour ça. Je ne vois pas ce que l'intelligence aurait à faire là-dedans. S'y connaître en poison, c'est tout ce dont il a fallu avoir besoin. Et tu sais bien qu'il y a des familles qui sont connues pour ça. Ça se transmet de mère en fille. Elles concoctent leurs décoctions à partir de plantes dotées de pouvoirs particuliers. C'est le genre de savoir, pour demeurer, que Kate peut très bien posséder. Quand ses enfants sont malades, tu sais qu'elle leur prépare des infusions. Oui, c'est vrai, reconnut Yamose après réflexion. Hennet aussi, c'est le mal incarné. Hennet, alors là, d'accord, aucun d'entre nous n'a jamais pu la souffrir. En fait, si Père ne la protégeait pas, il ne se rend pas compte qu'elle lui en fait à croire, qu'elle se paie sa tête. C'est bien possible. Il n'aime rien tant que se faire passer la main dans le dos, déclara Yamose sur le ton neutre du constat. Renisambe faillit en rester bouche bée. C'était la première fois qu'elle entendait Yamose formuler un semblant de critique à l'encontre d'Imhotep, lui qui avait toujours semblé totalement sous la coupe de son père. Pas de doute, il devenait patent que les rôles étaient maintenant inversés. Imhotep avait pris des années au cours de ces dernières semaines. Il était désormais incapable de donner des ordres, de prendre la moindre décision. Même physiquement, on le sentait très diminué. Il passait des heures à regarder dans le vague, les yeux embués, l'air absent. Il ne comprenait parfois même plus ce qu'on lui disait. « Tu ne crois pas que c'est elle qui… » « Tu ne crois pas que c'est elle qui… » Renisambe s'arrêta net. Elle regarda autour d'elle et chuchota. « Tu ne crois pas que c'est elle qui a… » Yamose la saisit par le bras. « Tais-toi, Renisambe. Ces choses-là, mieux vaut ne pas en parler, même tout bas. »« Alors, toi aussi, tu crois que… » Il se fit pressant. « Plus un mot pour le moment. Nous avons un plan. »